Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé ce matin les travaux de la 7e séance du Conseil des ministres. Et les élections en Turquie se déroulent, donc Erdogan est soutenu par le candidat d'extrême droite Sinan Ogan. Bonsoir à tous. Sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce matin au Palais de la République la 7e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient à l'ordre du jour. Le compte rendu de cette séance avec le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 7e séance du Conseil des ministres en ce mardi 23 mai 2023. Étaient inscrites à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant adoption du schéma directeur de l'éducation et de la formation 2021-2035. Le gouvernement de la République de Djibouti a élaboré le schéma directeur d'éducation et de formation qui couvre la période 2021-2035. Ce schéma est accompagné par les outils de pilotage et de mise en œuvre suivants. Un plan d'action d'éducation et de formation 2021-2025. Ce document stratégique de planification sectorielle a été élaboré aussi donc en collaboration avec le ministère, entre le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Femme, sur la base d'une approche participative où tous les acteurs du secteur de l'éducation ont été consultés et impliqués aussi bien dans la phase de préparation que dans la conception de ce plan. Il est conforme aux orientations stratégiques définies dans le plan national du développement pour le secteur de l'éducation, pour la valorisation du capital humain. Les défis les plus importants relèvent de la consolidation donc de l'accès à l'éducation et surtout le défi de parvenir à une école inclusive de qualité. Le ministère de l'Éducation doit déclarer donc en 2025 0 enfant en dehors de l'école primaire. Pour les enfants qui restent en dehors de l'école, le schéma directeur 2021-2035 préconise un programme accéléré d'éducation sur une période de 3 ans. La stratégie d'intégration progressive des enfants à besoins spéciaux est clairement définie dans ce plan. Celui-ci propose aussi une intégration définitive d'ici juin 2026 des écoles accueillant les enfants réfugiés dans le système éducatif national. Le volet de la petite enfance, incluant l'éducation préscolaire, a fait l'objet d'une attention particulière dans la définition des axes d'orientation de ce schéma directeur. Aussi, les priorités de la politique nationale de la petite enfance ont été intégrées dans ce plan sur proposition du ministère de la Femme et de la Famille. Toujours pour relever les défis de la qualité des enseignements-apprentissages, le schéma directeur 2021-2035 prévoit un ambitieux plan de développement du numérique à tous les niveaux. Ce plan est complété par la mise en œuvre d'un enseignement à distance pour rendre nos écoles plus résilientes. La formation professionnelle est aussi une des grandes priorités du schéma directeur pour lutter contre le chômage des jeunes de moins de 25 ans et surtout pour contribuer au développement économique et social de notre pays. Pour l'enseignement supérieur, le schéma directeur 2021-2035 prévoit une forte croissance des effectifs des étudiants dès 2025 et préconise une stratégie d'insertion professionnelle des diplômés à l'échelle régionale. La vision 2035 pour l'enseignement supérieur et la recherche sera réalisée grâce au développement d'une offre de formation initiale et continue de qualité qui fera de l'enseignement supérieur et de la recherche un instrument de compétitivité régionale et de coopération au service de notre pays. Cette transformation se fera en 3 étapes chronologiques. 2020-2024, donc la consolidation et l'anticipation de la hausse des effectifs. 2025-2029, un accompagnement de la croissance des effectifs des étudiants. En 2030-2035, le développement de la compétitivité et de la coopération régionale. Poursuivant, le porte-parole du gouvernement est revenu également par la suite sur les autres questions qui étaient à l'ordre du jour de cette séance. La deuxième question est relative à un projet de décret fixant la procédure d'autorisation d'opération de lancement ou de guidage d'objets spatiaux. Ce projet de décret
vise à préciser la procédure de demande d'autorisation d'opération, de lancement ou de guidage d'objets spatiaux. Ce décret s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 167 en 2022, 8e législature du 10 novembre 2022, relative aux activités de lancement d'opérations, de vol ou de guidage d'objets spatiaux. Il vise à préciser l'obligation de la demande d'autorisation ainsi que les éléments qui devront venir l'étayer. La troisième question concerne un projet de décret régissant l'exercice des agences de voyage et autres opérateurs de services touristiques en République de Djibouti. Identifié comme secteur prioritaire dans la politique du gouvernement, le tourisme dans sa globalité à Djibouti est un secteur qui fait l'objet de multiples mutations. En effet, l'augmentation du nombre des structures d'accueil, l'évolution des habitudes de consommation et d'achat du voyage, le développement du tourisme responsable et l'utilisation de plus en plus accrue de nouvelles technologies de communication sont autant de nouvelles tendances qui rendent l'ancienne législation en vigueur obsolète. La stratégie de développement du tourisme durable de Djibouti a prévu un grand chantier dédié à la réforme réglementaire en matière d'exercice des activités des opérateurs touristiques. C'est dans ce contexte que le décret régissant l'activité des opérateurs a été élaboré pour mieux encadrer et s'adapter à l'évolution du secteur du tourisme. En améliorant les conditions d'accès et de gestion de l'exercice d'activités touristiques, en établissant un système de classement des licences d'exercice des activités des opérateurs touristiques et des responsabilités impliquées, en garantissant la sécurité et la transparence de l'offre et des produits touristiques proposés aux voyageurs. La quatrième question est relative à un projet d'arrêté portant règlement intérieur du comité de règlement des différends, conformément aux dispositions du décret numéro 2010-0083, présidence du 8 mai 2010, fixant les attributions, la composition, les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale des marchés publics, il est créé un comité de règlement des différends qui a pour attribution de recevoir les dénonciations des irrégularités constatées par les parties intéressées avant, pendant et après la passation ou l'exécution des marchés publics, sous réserve des violations constitutives d'infractions pénales relevant de la compétence des juridictions répressives. À ce titre, il convient de rappeler que le comité de règlement des différends est composé de 6 personnalités de différentes institutions, magistrats, inspecteurs d'État, etc. Et ils sont nommés pour une période de 2 ans. Dans le reste de l'actualité, la représentation nationale contribue à travers la vulgarisation des travaux parlementaires à la sensibilisation et à l'éducation des jeunes écoliers et écolières de l'école de la Nativité. Et c'est suite à une invitation du président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, une cinquantaine des élèves du CM1 de l'école de la Nativité et leurs corps enseignants et pédagogiques ont pu se familiariser le temps d'une matinée avec les activités, le rôle et la place du législateur. Et c'est avec l'appui logistique et l'expertise technique du secrétariat général de l'institution parlementaire djiboutienne que 50 des forces vives de demain ont déambulé dans les arcanes de l'Assemblée nationale, profitant, outre de l'hospitalité du président d'Ileta, de son collègue Seleban Daher et de la contribution du secrétariat général sous la conduite d'Ismaël Goulal, des explications fournies sur les contours du travail des députés. Le groupe scolaire a en dernier lieu pu, avant de se restaurer, faire des photos de groupe. Et tout au long de cette sortie pédagogique, les jeunes et leur encadrement éducatif ont pu profiter des échanges avec leurs interlocuteurs, leurs différents guides, côtoyés dans leur tournée pour parfaire leurs connaissances à propos de l'institution parlementaire et de ses contributions à la démocratie et à la bonne gouvernance.
Écoutons à présent les mots prononcés par le président de l'Assemblée nationale à l'issue de la visite des jeunes écoliers de la Nativité. Là, je parle à mon nom, au nom de mes collaborateurs et également au nom de l'ensemble des parlementaires, même s'ils ne sont pas là. Et surtout, ils sont honorés que vous les avez remplacés à les places, dans les sièges. Je voudrais vous dire combien nous sommes honorés et surtout, je voudrais féliciter et remercier très sincèrement tous vos responsables, à commencer par le directeur de votre école, pour cette initiative qu'ils ont eue, pour vous amener ici, afin que vous inspiriez pour avoir de l'information sur les activités des parlementaires. Et ceci, peut-être, comme j'ai le dit tantôt, va vous insister pour, peut-être plus tard, dans votre vie, à ce que vous puissiez représenter votre pays, que ce soit à l'Assemblée nationale et à l'extérieur, pour que vous puissiez avoir cette ambition. Je pense que les peu d'informations que vous avez vont vous donner cet élan pour que vous puissiez un jour être à nos côtés et que je puisse, en tant que président de l'Assemblée, vous dire félicitations en tant que parlementaire. Merci beaucoup. Une délégation djiboutienne avec à sa tête le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, est en Égypte pour prendre part au 49e assemblée annuelle du Fonds africain de développement et au 58e assemblée annuelle du conseil de gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement qui se tiennent actuellement à Sharm el-Sheikh en Égypte. Cette édition de 2023 de l'assemblée annuelle de la BAD porte sur la mobilisation des financements du secteur privé en faveur du climat et de la croissance verte en Afrique. Ce thème offre l'occasion de discuter des défis auxquels l'Afrique est confrontée pour attirer les financements du secteur privé dans les investissements à faible intensité de carbone. Il permettra également de débattre des politiques pratiques que les gouvernements peuvent mettre en œuvre pour éliminer ces goulets d'étranglement. Un dialogue donc présidentiel sur l'évolution de l'architecture financière mondiale en relation avec le climat est prévu. Les assemblées verront aussi le lancement des perspectives économiques en Afrique 2023. Les travaux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien, la CJOCI, dont le coup d'envoi a été donné hier par le ministère de la Jeunesse et de la Culture, se sont poursuivis aujourd'hui. Rappelant que cette réunion des experts de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien se tient à Djibouti du 22 au 24 mai. La CJOCI est une commission intergouvernementale créée en 1988 qui a pour objectif de promouvoir l'amitié et la fraternité entre les jeunes des pays membres et de favoriser le développement de la coopération régionale à travers la promotion du sport et de la jeunesse. Le budget prévisionnel 2020-2024 a été également au menu des discussions de la réunion. La réunion des experts a vu la participation présentielle et par vidéoconférence de nombreuses délégations que sont l'Union des Comores, Madagascar, Mayotte, Maurice, la Réunion, les Seychelles et bien évidemment Djibouti. Et nous poursuivons en sport national. Cette fois-ci, la Fédération djiboutienne de handball a clôturé ses championnats nationaux masculins et féminins avec succès hier soir au complexe sportif Roi Fahad. Les matchs donc, de la finale ont été très intéressants et ont suscité une grande ferveur chez les spectateurs présents. La première finale opposait deux équipes féminines, l'équipe de la gendarmerie à celle de Razdika. Sans surprise, l'équipe de la gendarmerie a remporté le titre en écrasant son adversaire 15-11. Le public en feu a pu admirer la performance de ces jeunes sportives. Deuxième finale opposée, les équipes masculines de la Garde-Côte et de Transit d'Ita. Le match a été difficile, mais finalement l'équipe de Transit d'Ita qui a remporté le titre sur une différence d'un but. Les joueurs ont dû performer dur pour obtenir la victoire, ce qui a rendu le match très excitant à suivre. Après ces belles performances, la cérémonie de remise des trophées et des distinctions a eu lieu. Les joueurs et les joueuses ont été récompensés pour leur excellent travail et leur persévérance tout au long de la compétition.
ce soir on est champion et ça fait 4 ans qu'on était en train d'essayer, 3 ans successifs qu'on était vice-champion, mais là on avait décidé de remporter. On est tous contents, je suis fier de mon équipe, je suis fier du staff, du coach, du président Hoche et de notre présidente aussi, Mouna Gabobé. Ça nous touche vraiment. Et nous poursuivons en sport. Le stade Gouleda a abrité hier soir la cérémonie clôturant le championnat de 2e division nationale. Le match qui a précédé cette cérémonie a vu l'affrontement l'équipe du CDC Quartier 7 Napoléon contre celle de la Garde-Côte El Gamil et s'achever sur un score nul de 2 buts partout. L'équipe de la Garde-Côte El Gamil avait déjà assuré sa première place à la tête de ce championnat et rejoindra ainsi la saison prochaine l'élite du football national en division 1. La cérémonie de remise de coupe et des récompenses est déroulée en présence du président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Waberi, et du lieutenant-colonel Mohamed Adaou Mohamed, commandant de la garde-côte djiboutienne par intérim. C'est ainsi que dans une atmosphère de liesse, sous les chants scandés par leurs supporters, que les joueurs et les staffs de l'équipe de la garde-côte Al Gamil ont soulevé le trophée tant convoité. Ainsi, ils viennent sceller une saison exceptionnelle durant laquelle ils ont dominé le championnat avec un seul objectif en vue, toujours plus haut et toujours plus fort vers la première division. Sans transition, la cérémonie de signature du plan de travail annuel entre l'Agence nationale pour les personnes handicapées, la NPH, et le système des Nations Unies à Djibouti, représentés respectivement par M. Douale Saïd Mahmoud, directeur de la NPH, et José Barahona, coordinateur résident du système des Nations Unies à Djibouti. Le plan de travail annuel intitulé « Appui aux personnes handicapées couvrant la période de janvier à décembre 2023 » s'élève à hauteur d'un montant de 244 733,33 $ US et s'aligne à la stratégie nationale sur le handicap 2021-2025 et aux priorités du plan national de développement Djibouti ici, ainsi qu'à plusieurs effets du plan cadre des Nations Unies pour l'aide au développement pour la période 2018-2024. Ce plan de travail annuel regroupe notamment plusieurs axes prioritaires du plan d'action budgétisé 2021-2025 intervenant principalement dans les domaines du renforcement de la gouvernance sur la question du handicap. On va continuer aussi avec le staff de l'association. J'ai vu qu'il y a aussi la facilitation de transport. Il y a des agences qui vont faciliter le transport et probablement une voiture. Il y a tout un travail d'enregistrement biométrique de l'association aussi, des personnes handicapées à travers l'association. Et on va améliorer et assurer l'accès à la santé des personnes avec besoins spéciaux. Et l'AIOM aussi va travailler avec les besoins on travaille avec les migrants, mais entre les migrants, il y a aussi des personnes avec besoins spéciaux et des handicapés, et il faut aussi faire attention à leurs besoins spécifiques. Et on va continuer à travailler avec les soutiens économiques et les soutiens pour les activités économiques des petits business des personnes avec besoins spéciaux et handicapés. Et il y a des autres activités aussi. Je veux dire que ça qu'on va signer aujourd'hui, toutes les listes d'activités qui sont enregistrées, sont avec des ressources déjà confirmées pour les Nations Unies.
Dans l'actualité nationale, toujours, le directeur général de l'administration, Saleh Alouane, secrétaire général du MENFOP par intérim, a parrainé la cérémonie d'ouverture d'un atelier de formation sur le renforcement des capacités des enseignants arabes qui s'est tenu aujourd'hui au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental, Omar Guelleh. L'objectif de cette formation étant de renforcer l'utilisation des TIS et des ressources numériques dans l'enseignement de l'arabe. Cette session de formation organisée par le MENFOP en collaboration avec l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, va durer 4 jours et bénéficiera à plus de 50 enseignants de langue arabe de l'enseignement de base. Cette formation permettra aux participants de renforcer leurs connaissances et leurs compétences dans les domaines aussi variés que les outils et les applications numériques concourant vers le renforcement de leurs capacités pédagogiques. Nationale de renforcement des capacités des enseignants et des équipes pédagogiques. Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'ICESCO, organise une formation axée sur les compétences numériques destinée aux enseignants arabisants. Cette formation durera 4 jours. Comme vous le savez, le ministère de l'Éducation nationale a introduit l'enseignement numérique dans les nouveaux programmes. En réponse aux exigences de cette réalité, le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec l'ICESCO, organise cette formation. Et dans le dossier de cette édition, nous allons parler donc de logement et des différentes réalisations de la Fondation Droit au logement Ismaël Omar Guelleh, notamment dans la sous-préfecture de Hol-Hol dans la région d'Ali Sabir. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. La lutte pour un logement décent en faveur des plus démunis s'intensifie. Après la capitale et les chefs-lieux, on s'attaque depuis peu au mal logement dans les petites villes ou villages comme ici à Hol-Hol. La politique d'accès au logement a pris de l'ampleur avec la création il y a 6 ans de la Fondation Ismaël Omar Guelleh consacrée à ces droits. Depuis 2017, ce sont des centaines de logements sociaux qui ont été construits par cette fondation, dont la contribution à ces jours au projet du gouvernement de même nature reste très significative, en particulier en faveur de la couche sociale la plus vulnérable. Plus qu'une contribution, l'action sociale est au cœur des activités de ces départements qui, à travers sa mobilisation pour ces logements sociaux, cherche aussi à atténuer la vulnérabilité des couches les plus démunies en leur épargnant un fardeau de plus et non moins important du coût de plus en plus grandissant de l'accès à la propriété. Ainsi, à Hol-Hol, ce sont 30 familles qui auront un toit sur la tête grâce à cette réalisation. En tournant ces images, nous avons croisé Youssouf Ahmed, qui travaille sur les sites et qui fait partie des futurs et réseaux occupants. Il décide de nous emmener dans son actuelle maison, qui fera désormais partie du passé. Père des 10 enfants, il occupe depuis plus de 20 ans ce logement des fortunes. Entre subvenir aux besoins primaires de sa grande famille et lui construire une maison, les choix étaient évidents pour lui. Il a continué ici en enchaînant des petits travaux comme journalier. Dernièrement, il était gardien du chantier tout juste achevé des logements sociaux. Pour Youssouf Ahmed et sa famille, bénéficier de sa nouvelle maison constitue une bouffée d'oxygène, car cet appui lui ôte un poids énorme, aussi bien financier que psychologique.
Avant d'être gardien du chantier, j'exerçais divers tâches. J'ai porté des charges, j'ai travaillé dans les boutiques et toute autre activité qu'on m'ait proposée pour que je gagne quelque chose. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. Vous voyez comment je vis, j'ai été très heureux d'apprendre que j'ai été retenu pour la maison. Celle d'ici, les conditions dans lesquelles nous vivions. Nous n'avons même pas une latrine, les enfants utilisent celle de nos voisins. C'est très difficile en temps de pluie. Si aujourd'hui on nous permet de changer de vie, nous ne pouvons qu'être reconnus envers Dieu et le président de la République. Youssouf Ahmed et sa famille et tous les autres bénéficiaires ont tous un point commun, c'est celui de vivre dans l'extrême pauvreté. Ces maisons de type F1 extensibles en F3 constituent la chance d'une vie. À travers ces gestes inattendus, la Fondation UOG pour le logement concrétise une fois de plus les rêves de toujours pour l'ensemble des familles retenues et atténue considérablement l'une des charges la plus importante pour vivre décemment. Direction la ville de l'Unité où les préparatifs des activités du Festival de l'Unité se poursuivent et ces activités qui se dérouleront jusqu'au 26 mai prochain. La deuxième journée s'est poursuivie ce matin au conseil régional et a concerné la jeunesse issue des différents quartiers du chef-lieu de la région de l'Unité et de sous-localités de la région. Et c'est sous la présidence du préfet de Dikil, Adandrar Moussa, et du président du conseil régional, Mahad Hussein Ahmed, en présence du vice-président du conseil régional, du préfet adjoint et du secrétaire général du conseil régional des élus locaux et ainsi que du directeur général de CETID que s'est déroulée la journée avec la jeunesse. Pour cette journée, la jeunesse s'est fortement mobilisée, a fait preuve d'une implication profonde et également ont pris part à cet événement les jeunes ambassadeurs de la paix nationale issus des autres régions de la capitale à l'issue de cette journée afin d'amener les jeunes à contribuer pour la préservation de la paix, l'unité et la cohésion sociale. Un atelier de formation a été organisé par le conseil régional en faveur des jeunes ambassadeurs de la paix. Après Dikil, direction Tadjoura à présent où l'ANSI, l'Agence nationale de sécurité de l'information, organise un atelier administratif, un projet à la fois futuriste qui marque un tournant au sein de l'administration vers une orientation numérique des services publics. Cet événement s'est déroulé en présence des autorités de la région de Tadjoura et d'Obok, notamment le préfet de Tadjoura Hassan Dabelé et le préfet adjoint d'Obok Mohamed Awad. Un atelier de formation dispensé aux agents durant 2 jours dans le but de mieux les outiller, les préparer à leur quotidien dans les tâches administratives. Et grâce aux nouvelles technologies, l'administration publique du Nord sera plus proche, plus rapide et plus efficace afin de satisfaire ses administrés. Écoutons à présent l'intervention du préfet de la région de Tadjoura, Hassan Dabelé Ahmed. En premier lieu, je tiens à souhaiter à la direction de l'ANSI et son équipe le bienvenue à Tadjoura. C'est pour moi un réel plaisir de prendre part en tant que premier responsable administratif à un projet à la fois futuriste et présent qui marque un tournant au sein de l'administration vers une orientation numérique des services publics, notamment préfectorale, comme vient de le souligner les représentants de l'ANSI ici présents. Nous sommes ravis d'accueillir cet atelier dispensé à nos agents durant 2 jours, ceux de Bok et de Tadjoura, dans le but de mieux le préparer à leur quotidien. Chers participants, la mutation de l'administration publique prônée par la vision du chef de l'État est un défi majeur. Grâce à la nouvelle technologie, l'administration publique sera plus proche, plus rapide et plus efficace afin de satisfaire nos concitoyens. Par ailleurs, je suis convaincu qu'à l'issue de cette formation, vous serez mieux outillés pour faire face aux défis qui vous attendent, afin de traduire sur le terrain de manière efficace ce qui vous a été transmis. Enfin, persuadé que la mise en place du système session de formation, SIPREF, session de formation pour démontrer les différentes fonctionnalités offertes par le système intégré de la préfecture, permettra d'améliorer de manière efficiente notre administration. Sur ce, je déclare l'atelier ouvert.
Football pour clore l'actualité nationale. Les jeunes pépites du centre de formation de la garde républicaine qui ont vaillamment représenté le pays et hissé haut et fort les couleurs de notre chère patrie au mondial donc du Plomelin qui s'est tenu en France ont regagné ce matin la capitale. Ils sont revenus victorieux de ce voyage. Leur mission principale était de ramener des trophées. C'est désormais chose faite car en plus de ramener des trophées, certains d'entre eux ont eu droit à des distinctions personnelles. C'est le vice-président de la fédération du Djibouti, Mohamed Yassine, accompagné des parents donc de ces jeunes ainsi que les responsables de la prestigieuse institution de la garde républicaine qui les ont accueillis avec les honneurs qu'ils méritaient à l'aéroport international d'Ambouli. dareen cugan oo cuddoon rag iyo dumar ku cabireen inaanay ka caajisayn xilkaa qaranku u cayimay ismaaciil ciil tiro jabuuti ciyaarihii cirka garsiisayo adduunka la cajabe hajira oo hajira cimriga hajiro caafimaad kuwaan Actualité internationale à présent, c'était dans les titres de cette édition élection en Turquie. Erdogan soutenu par le candidat d'extrême droite Sinan Ogan, candidat qui a recueilli 5% au premier tour des élections présidentielles turques et qui a annoncé soutenir Erdogan pour l'élection du 28 mai prochain. Le candidat malheureux au premier tour de l'élection présidentielle turque Sinan Ogan a annoncé qu'il soutenait le président Recep Tayyip Erdogan, troisième candidat en lice au premier tour de l'élection. Il a obtenu plus de 5% des voix. C'est exactement ce qui manquait au candidat de l'opposition Kemal Kılıçdaroğlu pour l'emporter face à Erdogan. Sinan Ogan a rencontré les deux candidats avant de prendre sa décision. Un des deux partis de son alliance électorale, le Parti de la Victoire, a cependant annoncé que la décision de Sinan Ogan était personnelle et que leur parti annoncerait leur consigne de vote demain. C'est tout pour cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Excellente soirée sur Télé Djibouti.